Chers téléspectateurs, encore une fois, aujourd'hui, samedi 23 décembre 2023, nous tenons à respecter l'engagement que nous avons pris. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les aspects financiers et budgétaires qui ont été évoqués ces derniers temps, tout en vous rappelant un certain nombre de repères importants. Le premier repère important, c'est que le 9 décembre, il y a eu la journée internationale de la lutte contre la corruption, au cours de laquelle le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption a fait une déclaration très forte dans laquelle il a fait ressortir que les Congolais étaient bien convaincus que la société congolaise était gangrénée par la corruption. Les deux autres aspects importants, ça a été le vote à 100% par tous les députés et tous les sénateurs du projet du budget pour l'année 2024, et nous allons y revenir pour comprendre le sens du message qui a été donné. Et le quatrième élément, c'est l'intervention du Premier ministre qui a été faite le lundi 18 décembre lors de la rencontre de la séance de questions orales au gouvernement par l'Assemblée nationale, au cours de laquelle il a fait une intervention qui a retenu notre attention s'agissant des érosions. Mais nous allons commencer par vous dire, et vous le savez, les défis sont extrêmement importants, parmi lesquels le problème des érosions qui menace beaucoup de Congolais. Et par rapport à ce problème, nous n'avons cessé de dire et de relever que le Congo avait besoin de beaucoup d'argent et de beaucoup d'argent. Et la question, c'était où le trouver. Pour faire l'illustration de cela, un député a posé une question claire au Premier ministre s'agissant de la résolution du problème des érosions. Et notre attention a été retenue par la réponse du Premier ministre. Nous pouvons même dire que cette réponse nous préoccupe. En fait, le Premier ministre a dit quoi? Le Premier ministre a dit que dans la loi de finances de 2023, il y avait une inscription budgétaire d'1,8 milliard pour résoudre le problème des érosions. Et dans la loi de finances de l'année 2024, il est prévu une enveloppe de 2,5 milliards, une augmentation apparemment forte de 700 millions, mais la somme reste modique par rapport à l'importance du problème à résoudre. Et pourquoi nous parlons de l'importance du problème à résoudre? Le Premier ministre lui-même a relevé que pour résoudre les érosions au niveau de Kombo, il faut 7 milliards. Au niveau de Mfilou, il faut 33 milliards. Au niveau du lycée scientifique, il faut pratiquement 30 milliards. Donc, rien que ça, rien que cet aperçu au niveau de Brazzaville Nord, ça nous donne des besoins de près de 70 milliards de francs CFA, alors que l'inscription est de 2,5 milliards. Ça veut dire que le problème ne sera pas fondamentalement résolu. Et nous revenons, quand nous penchons sur ce problème, nous revenons et nous nous disons, le Congo a besoin d'argent. Mais où peut-il trouver cet argent? Est-ce que le Congo a exploité toutes les niches qui auraient pu lui permettre de résoudre ces problèmes? Nous disons, est-ce que le budget de l'année 2024, qui a été adopté à 100%, tant par les sénateurs que par les députés, permet la résolution de ce problème? C'est pour ça que nous allons essayer de développer en disant que lorsqu'on prend le budget de l'année 2024 qui a été adopté, il s'élève en recettes à 2605 milliards 700 millions et en dépenses à 2069 milliards 700 millions. Ça, on dégage un solde budgétaire, semble-t-il, de près de 536 milliards. Mais lorsqu'on va au niveau du trésorerie et de la trésorerie, il se dégage un déficit de trésorerie pratiquement de 1174 milliards, qui sera en partie couvert par les 536 milliards de soldes budgétaires, mais encore une fois, il y a 638 milliards qu'il faut rattraper, qu'il faut trouver. Où les trouver? Quand on suit le budget, on dit à travers les partenaires extérieurs, à travers les partenaires intérieurs. Ça veut dire que nous avons déjà, dans la conception et l'adoption du budget, un problème structurel qui pèse toujours sur le niveau de l'endettement que nous avons, tout en relevant que l'endettement à la fin de l'année 2022, en décembre 2022,
était déjà de 8 149 milliards, ce qui est extrêmement préoccupant. Préoccupant. Et c'est pour ça que dans la réponse que nous tenons à donner, nous disons et nous ne comprenons pas pourquoi dans ce budget, la lutte contre la corruption n'apparaît nullement. Aucune ressource, aucun fonds n'est inscrit en termes de lutte contre la corruption. Et pourquoi nous le disons? Et nous le disons parce que le projet de société qui s'exécute au Congo s'intitule Ensemble, marchons vers le développement. On ne peut pas aller au développement si on ne lutte pas de façon féroce, de façon radicale contre la corruption. Et lorsqu'on relit ce projet de société, il est prévu dans cette société pratiquement l'éradication totale de toutes les antivaleurs, principalement de la corruption. Et je vous ai dit, la déclaration du président de la haute autorité de lutte contre la corruption n'a fait que confirmer cela. Et que nous avons rappelé à plusieurs occasions que le Congo était l'un des pays les plus corrompus du monde. Et il est fait partie du top 10 des pays corrompus d'Afrique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Et dans ce programme, il apparaît clairement, en très bonne place, les réformes qui doivent nous permettre de lutter contre la corruption pour que nous améliorons notre gouvernance et pour que nous améliorons le climat des affaires. Et lorsqu'on regarde les orientations du budget de l'année 2024, il y a deux orientations qui attirent notre attention. La première, c'est l'attention qui est accordée à la mobilisation des ressources internes. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement important. La deuxième, c'est que ce budget s'est basé sur les orientations fondamentales du plan national de développement et du programme assis sur la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. C'est pour ça que nous arrivons à ne pas comprendre pourquoi dans la démarche retenue par les gouvernants, pourquoi la démarche retenue par les représentants du peuple n'accorde pas une attention toute particulière à la lutte contre la corruption. Les cas, nous les avons déjà suffisamment cités. Nous n'allons pas y revenir. Nous allons juste, dans l'intérêt de notre démarche, vous rappeler quelques chiffres. Vous savez qu'il y a 14 000 milliards 14 000 milliards d'excédents budgétaires qui se seraient évaporés. Mais le tout, ce n'est pas ça. Il faut rappeler que les gouvernants avaient pris l'engagement de placer les excédents budgétaires dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et que ce compte devait être audité chaque année. Jusqu'à présent, aucun audit n'a été fait. Nous avons une autre indication qui peut retenir notre attention. C'est que c'est les révélations faites par les Panama Papers sur 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards de francs CFA. Et nous avons cette déclaration faite par un député où il annonçait qu'il y avait de l'argent qui avait été débloqué pour une route imaginaire de 137 km. Et enfin, nous revenons et nous ne comprenons pas le silence des gouvernants, des acteurs politiques sur cette question. Les révélations faites par Alphonse Maboussou, notre compatriote, consultant en expertise pétrolière et minière, qui nous a révélé qu'il y avait 133 000 milliards de francs CFA qui étaient planqués dans les paradis fiscaux. Donc, le Congo se trouve confronté à un paradoxe. D'un côté, des besoins énormes, de l'autre côté, des niches qui peuvent nous permettre de résoudre ces problèmes, et au milieu, il n'y a pas de mécanisme pour résoudre ces problèmes. Et pourquoi nous sommes intéressés par ça? Nous tenons du point de vue de l'histoire à rappeler aux Congolais. Nous tenons du point de vue de l'histoire à rappeler aux Congolais. En août 1963, les Congolais ont chanté, ils ont clamé fort. Loulou a tout volé. Nous rebâtirons de nouveau. Suffit la liberté, Congo Oye. Et nous rappelons aux acteurs politiques. Et il faut qu'ils le sachent. Le président Loulou a été jugé en 1965 pour, entre autres, détournement de deniers publics. Il a été condamné à mort par contumace. Et il s'est vu confisquer tous ses biens. Il faut que les Congolais le notent. Ensuite, au-delà du cas du président l'abbé Fulbert Youlou,
Mais nous avons le cas, en 1979, du président Jacques Jachin Yombi Opango, pour lequel le troisième congrès extraordinaire avait pris une motion forte, condamnant pratiquement, ça semble-t-il, sa propension irrépressible à la prodigalité et à la gabégie. Et les congressistes avaient proposé, un, la confiscation de tous ses biens, deux, son arrestation avec ses acolytes, trois, sa traduction devant un tribunal populaire pour haute trahison. Et enfin, nous venons au dernier cas. En 2001, le président démocratique Maïli Pascal Lissouba a été jugé, et les Congolais doivent le savoir, dans une affaire, l'affaire Oxy, pour une affaire, semble-t-il, de près de 150 millions de dollars, c'est-à-dire près de 80 milliards de francs CFA. Et le président Lissouba a été condamné pour trahison, pour malversation, pour détournement de fonds. Et il a été condamné à 30 ans de travaux forcés et à payer une amende de 25 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'à un moment donné, notre justice s'est élevée et accrue. Donner l'exemple en touchant pratiquement des présidents de la République, des gens qui ont assumé de très hautes fonctions. Et cela nous amène à nous poser la question, pourquoi aujourd'hui la lutte contre la corruption devient un problème? Pourquoi cette impunité qui est observée? Pourquoi laisser sans être inquiétés les responsables des principaux scandales économiques et financiers? Nous avons là, et j'interpelle la conscience de tous les Congolais, pas seulement des gouverneurs, des acteurs politiques, pour dire que nous avons une justice à faire et nous devons la réparer. Pour revenir au problème que je vous ai posé, je suis surpris, personnellement surpris, que lors du débat sur l'adoption du budget de l'année 2024, ça a été le cas en 2023, ça a été le cas en 2022, ça a été le cas pour toutes les années antérieures. Est-ce un oubli de ne pas prendre en ligne de compte la lutte contre la corruption? Je rappelle aux gouvernants, je rappelle aux acteurs politiques que nous suivons ce qui se passe en Angola. Isabel dos Santos a perdu une bataille judiciaire contre l'opérateur télécom angolais Unitel. Mercredi, le tribunal de Londres a ordonné le gel de ses avoirs estimés à 735 millions de dollars. La femme d'affaires est accusée de s'être illégalement enrichie à travers la société Unitel International Holdings et d'avoir manqué à ses obligations de remboursement de 2 prêts pour un montant cumulé de 367 millions de dollars plus les intérêts. Mais Isabel dos Santos, qui dit être victime d'une campagne d'oppression de la part de l'Angola, estime qu'Unitel est lui-même responsable de l'incapacité de sa société à rembourser les prêts en raison de son rôle présumé dans la saisie de ses actifs par l'Angola. Ce que nie l'opérateur télécom angolais. Unitel et UIH n'ont aucun lien, même si les deux sociétés portent le même nom, et la fille de l'ex-président angolais qui possède la société néerlandaise a démissionné de son poste de directrice générale en 2020. La justice britannique a donné 1 mois à Isabel dos Santos pour dévoiler tous ses actifs à Londres, Monaco et Dubaï. Plus proche de nous, nous suivons aujourd'hui ce qui se passe au Gabon. 10 personnes proches de l'ancien régime, dont l'un des fils d'Ali Bongo, ont été inculpées mardi pour des faits de corruption. Incarcérés et mis en examen, ils font face à de nombreux chefs d'accusation. Falsification de la signature du président de la République, remise et obtention de sommes indues, complicité de détournement de fonds publics, corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, complicité de blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, usurpation de titres et de fonctions. Nous savons également qu'en Arabie Saoudite, la lutte contre la corruption a permis de faire entrer dans les caisses du royaume pratiquement 100 milliards de dollars, l'équivalent, écoutez bien, de 60 000 milliards de francs CFA. Vous vous imaginez? Il faut remonter à la nuit du 4 au 5 novembre, il y a un peu plus de 3 mois.
Cette nuit-là, le prince héritier Mohamed Ben Salman, dit MBS, c'est son surnom, lance une vaste purge anticorruption dans le pays. En fait, il estime que chaque année, ce sont jusqu'ici 10% des dépenses publiques qui étaient détournées. Il a donc décidé de s'attaquer à la corruption et il a fait enfermer en quelques jours 381 personnes, accusées donc d'avoir détourné des fonds publics ou d'avoir perçu des pots de vin. Et ces suspects, David Bachet, ce n'était pas n'importe qui. Des ministres, des anciens ministres et même des princes et des membres de la famille royale, c'est-à-dire la propre famille de Mohamed Ben Salman. D'ailleurs, il ne les a pas enfermés dans n'importe quelle vulgaire prison. Ils étaient pour la plupart détenus au Ritz-Carlton. C'est un hôtel de luxe à Riyad. Mais bon, ils y sont quand même restés 3 mois. Le temps pour les enquêteurs saoudiens d'éplucher les dossiers et d'interroger les suspects. Résultat, la plupart a reconnu les faits ou une partie des faits qui leur étaient reprochés et donc ils ont accepté de passer à la caisse. Et quand on cumule l'ensemble des remboursements, 1 milliard, plus 1 milliard, plus 2 milliards, eh bien on arrive à cette somme faramineuse qui a été annoncée par le royaume saoudien, 107 milliards de dollars. Et quand on voit, on suit ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, on peut s'interroger pourquoi au Congo on ne considère pas la lutte contre la corruption comme une orientation, comme une niche qui devrait permettre de soulager les Congolais dans leur souffrance. C'est ma conviction. Et aujourd'hui, je suis surpris. Bien que ce budget ait été voté à 100% par les députés et par les sénateurs, je suis surpris que cette dimension n'ait pas été prise en ligne de compte. Et que ne prenant pas cette dimension en ligne de compte, ils ont posé un acte extrêmement important dans la vie, non pas seulement des Congolais, mais dans la vie du Congo. Et c'est une référence qu'il faut que nous repérons. Donc, nous disons pour conclure cette première partie, qu'en ce qui nous concerne, nous considérons que le Congo a besoin d'argent et de beaucoup d'argent. Et il peut le trouver. La lutte contre la corruption est une niche qui peut permettre de récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public et de résoudre les problèmes, les défis auxquels les Congolais sont confrontés. Parmi les défis, vous avez les problèmes des retraités, vous avez les problèmes des étudiants, vous avez le problème des constructions des routes, des infrastructures, vous avez les problèmes de l'eau, de l'électricité. Nous n'allons pas continuer à voir les gouvernants, comme le Premier ministre nous a donné l'image lorsqu'il est passé tout dernièrement à l'Assemblée nationale pour dire les besoins sont énormes, mais pour les érosions, on a prévu que 2 milliards et 500 millions en 2024 et qu'il y a une commission qui va se mettre en place. Mais la commission ne trouvera pas les solutions en dehors de ce qui a été voté au budget. Donc, nous disons sur ce point que les Congolais ne devraient pas souffrir, que les gouvernants doivent prendre conscience qu'ils ont les solutions et les moyens de sortir les Congolais de la crise actuelle. La deuxième piste vers laquelle nous voulons orienter les gouvernants et les acteurs politiques, ils savent bien, c'est la réduction du train de vie de l'État, tant du point de vue de la réduction des effectifs des institutions que du point de vue des conditions de rémunération. Pas que ce n'est pas une question de jalousie, mais nous essayons de donner les chiffres. Le Premier ministre congolais gagnerait 25 millions de francs par an. Mais il faut que nous le disions. Le SMIC au Congo est de 150 000 francs. Le Premier ministre congolais gagne 278 fois le SMIC du Congolais. Ça, c'est un premier aspect. Mais dans les autres aspects, le Premier ministre congolais est censé gagner plus que le président américain, qui gagne 20 millions, plus que le président français, qui gagne près de 10 millions, plus que le président russe, qui gagne 6 500 000, plus que le président chinois, qui, à la fin de chaque mois, est censé gagner 1 million de francs. Regardez les écarts, regardez notre niveau de développement, regardez la place que nous occupons au niveau de l'indice de développement humain. Ça ne correspond véritablement pas à la réalité sur le terrain et ça ne correspond pas à la proportion importante des Congolais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et nous constatons qu'il y a une résistance. Regardez, que les gouvernants prennent l'exemple. Le président de la transition de la République gabonaise a renoncé au salaire que touchait son prédécesseur, qui était de 270 millions de francs par mois, c'est-à-dire plus de 3 milliards par an. Mais l'ayant fait, cet argent sera orienté vers la résolution des problèmes comme ceux de la santé, de l'éducation et autres. Regardez le jeune président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré,
Il a renoncé à son salaire de président de la République pour ne garder que son salaire de capitaine. Tout ça pour tenir compte d'un contexte précis. Pourquoi les gouvernants congolais, les acteurs politiques congolais sont fermés, sont silencieux et ne veulent pas du tout aborder cette question? Le troisième axe sur lequel je tiens à revenir, il s'agit du respect de la loi. La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Et nous n'avons de cesse de vous dire qu'aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a daigné déclarer son patrimoine depuis 2002 conformément à la loi. L'expérience qui a été tentée en 2021 n'a en fait rien donné, puisque la Cour constitutionnelle a pris une décision pour faire comprendre que cela ne se faisait pas conformément à la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se référer à l'article 12 de la loi sur la déclaration du patrimoine, qui prévoit qu'en cas de non-déclaration de patrimoine, il y a des sanctions qui sont prévues. Et ces sanctions peuvent aller jusqu'à ce que la personne concernée ou la personnalité concernée perde jusqu'au quart de son patrimoine. Est-ce que ce n'est pas une niche? Pourquoi nous tenons, nous pensons et nous faisons croire que nous respectons les textes, mais pourquoi avons-nous des difficultés pour les faire respecter? Donc, le message, chers téléspectateurs, le message que j'ai tenu à faire passer au cours de cette rencontre, au cours de cet échange, c'est que vous comprenez bien que les députés, les sénateurs, les représentants du peuple, en adoptant le budget de 2024, comme ils l'ont fait, ils ont en fait cautionné les aspects suivants. Premièrement, le refus de la réduction du train de vie de l'État, ce qui est extrêmement grave et qui mérite une attention particulière. Ils ont apporté une caution au non-respect des lois et règlements de la République, notamment à la loi sur la déclaration du patrimoine, qui fait constater dans son article 12 que la non-déclaration du patrimoine entraîne des sanctions. Enfin, c'est le plus important. Et ça, je crois que c'est un message qu'ils doivent retenir. En le faisant, ils ont retenu de soutenir et de cautionner les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ne sont nullement inquiétés, c'est-à-dire qu'ils soutiennent des gens qui se sont enrichis de façon illicite. Mais le faisant, ils ont fait quoi? Ils font souffrir la population. Et ce n'est pas normal. Et c'est là que je me tourne vers le Premier ministre en lui disant, Monsieur le Premier ministre, vous dites que pour régler rien que le problème des érosions dans le nord de Brazzaville et Amphilou, il faut près de 70 milliards. Et vous êtes bloqué, vous pensez, si, vous pouvez trouver cet argent. Levez-vous, prenez le courage, attaquez-vous de façon féroce à la corruption. Attaquez-vous aux Congolais qui détiennent 5 500 milliards et certainement d'autres fortunes dans les paradis fiscaux. Donnez les éclaircissements sur les 14 000 milliards qui se seraient évaporés, pour lesquels je tiens à vous rappeler que 3 citoyens congolais s'étaient déjà levés pour lancer une pétition, pour exiger, je dis bien, des poursuites judiciaires contre les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. À la suite de cela, une coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, comprenant entre autres des personnalités indignées et une dizaine d'ONG, a déposé le 31 juillet 2023 une plainte au niveau du doyen du tribunal de grande instance de Brazzaville. Nous osons espérer que tout ça, c'est des signes qui sont donnés. Les Congolais sont fatigués. Ils savent qu'il y a de l'argent qui a été détourné. Et ils ne comprennent pas que les acteurs qui sont chargés de la gestion des affaires de la cité soient silencieux, mais les plongent dans la misère et dans la pauvreté. Regardez ces images de Brazzaville après chaque pluie. Regardez ces images de Makabandilou. Regardez ces images ailleurs. Est-ce qu'il nous est permis de continuer à être silencieux devant une telle situation? Je conclurai en fait mon propos en disant, l'article 15 est clair, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Mais en plus de ça, si au Congo, on s'est permis, je dis bien on s'est permis, de traduire devant la justice l'abbé Fulbert Youlou, notre premier président,
l'un des pères de l'indépendance. Si on s'est permis de traduire devant la justice le général Jacques Jachin Yombi Opango, après qu'il a assumé les fonctions de président du comité militaire du parti et du président de la République, si on s'est permis de juger, de condamner à 30 ans de travaux forcés et à payer une amende de 25 millions, le président Pascal Lissouba, président démocratiquement élu lors des élections les plus crédibles et les plus transparentes que nous ayons connues dans le pays. Il n'y a aucune raison que nous soyons silencieux sur les autres cas. Les cas sont bien connus, nous les avons assez souvent énumérés. Et j'interpelle les gouvernants, j'interpelle les députés, j'interpelle les sénateurs pour que sur cette question, il y ait pratiquement une union sacrée pour que les Congolais se lèvent tous ensemble contre la corruption et que nous récupérons les moyens, les fonds qui ont été dilapidés, qui ont été détournés du trésor public pour régler les problèmes, non pas seulement du Congo, mais y compris ceux de l'amélioration des conditions de vie du Congolais. C'est là qu'a mon propos et j'interpelle encore une fois. Je souhaite que les députés et les sénateurs relisent et méditent sur le budget de 2024 qu'ils ont adopté. Je souhaite que les Congolais en prennent conscience et qu'ils sachent que chaque fois qu'il y a une pluie, il y a des Congolais qui sont dans l'angoisse, il y a des Congolais qui sont obligés de déménager et cette situation ne devrait plus perdurer. Chers téléspectateurs, c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Sachez que la prochaine fois, le 30 décembre, ça sera notre dernier message de l'année 2023. Et j'ose espérer qu'à cette occasion, nous aurons un bon thème que nous allons développer et que vous comprendrez et que vous cernerez bien le bien fondé de l'émission Grand Angle. Je vous remercie de votre aimable attention et vous invite à suivre la prochaine émission. Merci bien et à bientôt.